Du coup, bienvenue à tous et à toutes. Merci d'être là, de consacrer une petite heure de votre dimanche. C'est pas toujours évident pour écouter Mehdi et moi. Du coup, je vais rapidement me présenter, vous apporter une nouvelle avant de rentrer dans le vif du sujet. Donc, je suis Sinatou Saka et j'ai cofondé donc, le festival, le premier festival francophone du podcast africain. Un participant, ok, très bien. Et du coup, je suis très, très heureuse de vous accueillir aujourd'hui et surtout d'accueillir notre dernier invité de cette série de conversations. On a réservé un peu le meilleur pour la fin. Non, je rigole. Tout était très bien, mais c'est vrai que je suis sûre qu'avec Mehdi, ça va être passionnant. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je souhaitais vous annoncer, mais vous l'avez peut-être déjà vu sur nos réseaux sociaux, qu'on aura une grosse journée de festival le 6 novembre prochain. Donc, on a eu la phase de formation, on a eu la série de conversations et donc maintenant, c'est la grande scène. Ça va être une journée assez riche qui va commencer par un panel que moi, j'ai hâte d'écouter sur ce que l'Afrique apporte au podcast. Et du coup, ça va être très, très intéressant. Donc, on vous invite à vous inscrire pour le 6 novembre prochain. Il y aura à la fois des masterclass, des tables rondes, un atelier. Et entre tout ça, il y aura de la diffusion de podcasts parce qu'on est quand même là pour écouter les choses. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire et à faire circuler l'info autour de vous. Pour nous, c'est assez important parce que sur le continent, tous ceux qui font du podcast, c'est quand même beaucoup d'artisans. C'est vraiment des personnes qui essayent de le faire avec des moyens du bord. Donc, c'est quand même vachement important de les soutenir. Donc, faites comme nous et puis diffusez l'info dans vos réseaux. Voilà, c'était tout pour la petite page pub pour le festival. Donc, Mehdi, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Je vous propose, Merci. pour démarrer cette conversation, donc Mehdi, c'est un peu celui qui nous ouvre, en tout cas, parce que jusqu'ici, toute cette série de conversations était assez centrée sur l'Afrique subsaharienne, l'Afrique de l'Ouest surtout même. Donc Mehdi, c'est un peu celui qui nous ouvre sur justement l'Afrique du Nord parce que eux aussi, ils font partie du continent africain et c'est hyper important de les inclure et voilà, c'est hyper important de penser le continent de manière globale et la francophonie aussi sur le continent de manière globale. Donc Mehdi, toi, tu as un studio qui s'appelle Les Bonnes Ondes que moi, Exactement. j'ai beaucoup, beaucoup aimé découvrir. On a travaillé ensemble sur une histoire que j'ai écrite pour IDNet. C'est découvert grâce à ton travail avec Making Waves, qui est partenaire du festival aussi. Et donc, du coup, j'ai aussi évidemment écouté certaines de tes productions. Donc, merci beaucoup à toi de nous consacrer du temps aujourd'hui. Je vous propose donc, pour introduire cette discussion, d'écouter un petit extrait que Mehdi souhaiterait partager avec nous. Et puis ensuite, on rentre dans le vif du sujet. Alors, donc, j'ai essayé, ça a marché. Je vais réessayer. Et puis là, évidemment, je ne retrouve plus mon onglet. Voilà. C'est toujours comme ça. C'est toujours comme ça. Hop, alors. Voilà. Vous me dites si vous entendez bien. Boeing 737, nous atteindrons l'aéroport de Bamako après. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à bord. Le commandant de bord et l'ensemble de son équipage sont heureux de vous accueillir à bord de ce Boeing 737. Nous atteindrons l'aéroport de Bamako après un vol de 3 heures. 6 octobre 2019, aéroport de Casablanca, il est 20h sur le tarmac. C'est une histoire qui aurait pu commencer dans cet avion en direction de Bamako, au Mali. En réalité, c'est une histoire qui commence 5 ans plus tôt, lorsque Rita de l'association Africaina et Mehdi Nassouli, un musicien originaire de Tcharoudant, ont l'idée d'emmener des musiciens gnawa à la rencontre de leurs racines, en pays Bambara, ou comme préfèrent les locaux, en pays Bamana. Pour être plus précis, c'est sur les berges du fleuve Niger que nous mène ce voyage, à Ségou, capitale du royaume bamanan du XVIIe au XIXe siècle. Et s'il est question de racines, c'est que les Gnawa sont communément considérés comme les descendants d'esclaves subsahariens au Maroc et dans d'autres pays du Maghreb. C'est une visite en fait, c'est une visite, une rencontre. Et on espère que voilà, ça va vous intéresser aussi et que vous allez trouver des choses à échanger. Et merci d'être là, vraiment. Tu peux continuer, mais garde ça parce que... Voilà.
الحمد لله راه حضرنا الصرف كيفاش ما نفرحوش حرفه واحده الحمد لله وخوت وحدين وملي جمعونا مع الناس هذو كنغنيو حنا بتقناويه على السودان وعلى مالك. 5 musiciens et un mqaddem venu des 4 coins du Maroc, d'Agadir, de Casablanca, de Fès, de Tanger et de Tiaroudant embarquent à la recherche de vérité. Partout, Alexandre, fais ton truc. Quand tu suis la trace, tu vas voir la source. Voici l'histoire d'un aller-retour éclair pour briser les frontières et s'offrir un voyage dans le temps. L'histoire d'un voyage à la rencontre d'une culture qui fait la jonction entre l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique du Nord. L'histoire d'un voyage à la rencontre de certains des rythmes, certaines des langues et autres rites auxquels les Gnawa se sont accrochés comme des naufragés à un radeau. L'histoire de la rencontre avec une culture qui était quelque part inconnue à Hamid Dqaqi, à Mehdi Nassouli, Reda Figigi, Khalid Sansi, Driss Yamdah et Raouf Sidine, mais qui depuis la nuit des temps était la leur, celle de leurs ancêtres et celle de leurs confréries. C'est un voyage qui commence maintenant dans les airs et qui va se poursuivre sur la terre et au fil de l'eau. Hop. Je ne sais pas vous, mais moi j'ai été très émue par la production et toutes les langues qui se mélangeaient. C'est toujours assez impressionnant de voir ton travail. Je vous avoue, je n'avais pas écouté cet extrait avant. Et comme d'habitude, c'est quand même assez bien chiadé en termes de réalisation. Est-ce que tu peux nous dire, Mehdi, déjà, pourquoi tu as voulu nous faire écouter ce podcast, cet extrait en début de conversation? Alors, merci déjà pour l'invitation. Je suis vraiment honoré de cette invitation. Pourquoi Tout simplement, comme tu le disais, l'Afrique du Nord fait partie du continent et il est important, en tout cas dans cette région d'Afrique, de le rappeler très souvent à mes compatriotes et aux pays voisins. Et ce genre de production est là pour rappeler qu'on a une histoire commune et qu'il est important de regarder un peu le passé pour pouvoir regarder tous ensemble vers le futur. C'est quelque chose d'important. Désolé, je suis un petit peu ému. C'est la fin de semaine. Ok. Non, mais ce qui est aussi très intéressant, c'est que finalement, alors, pour ceux qui ne connaissent pas Mehdi, donc Mehdi a un studio de podcasts qui produit plein de podcasts. Et du coup, moi, j'ai l'impression qu'il y a quand même toujours un fil rouge, finalement, dans tout ce que tu fais. C'est cette recherche un peu de lien entre toutes les parties un peu du continent et aussi un désir de nous faire voyager un peu. Est-ce que c'est vraiment ça la démarche de ton studio? Qu'est-ce que tu avais en tête ou qu'est-ce que tu as en tête en termes d'intention, de ligne éditoriale presque quand tu produis tes podcasts? Alors, il y a quelque chose qui me semble très important. Tu parlais tout à l'heure d'artisanat du podcast et moi, je le vis vraiment comme ça. C'est-à-dire qu'effectivement, je me donne les moyens de produire, j'essaye de faire des productions qui sont très chiadées, mais en réalité, ce qui m'importe dans tout ça, ce sont les histoires qu'il y a racontées. C'est important de raconter des histoires. Si tu veux, moi, j'ai beaucoup de mal avec, comment dire ça sans paraître... J'ai beaucoup de mal avec l'idée de simplement s'asseoir et mettre des micros sur une table et de discuter librement de tout et de n'importe quoi. C'est très bien, je trouve ça très bien, mais c'est pas ce qui je sais faire ça, je sais produire ce genre de choses, mais c'est pas ce qui m'anime. Moi, l'envie, c'est vraiment de raconter des histoires parce que je pense que dans chaque singularité, il y a quelque chose d'universel. Dans toute histoire, dans toutes les singularités d'une histoire, il y a quelque chose d'universel et il y a quelque chose qui peut parler à un maximum de personnes. Donc, l'idée, c'est vraiment à chaque fois d'aller chercher par l'angle de l'humain ce qui va nous rapprocher, en fait, tout le temps. D'où aussi cette idée d'avoir appelé le studio Les Bonnes Ondes, c'est d'avoir une espèce d'épée de Damoclès sur la tête, de se dire, il faut, peut-être même en racontant une histoire triste, arriver à fédérer, en fait, à fédérer et à montrer ce qui fait de nous des humains et ce qui fait qu'on est en mesure d'avancer ensemble. Voilà. J'aimerais bien qu'on parle de qu'est-ce que le son apporte à justement cette histoire que tu as envie de raconter, comment le son finalement est le bon format pour transmettre cette émotion-là ou en tout cas ces envies-là.
À mon sens, le son capture tout, capture l'émotion, on prêtera beaucoup plus attention à une hésitation lorsqu'elle est au format audio que lorsqu'elle est en format vidéo où l'œil est attiré par autre chose, où il y a des règles de cadrage à respecter. Euh, en, en son, on peut se permettre certaines erreurs, on va dire, parce que l'important est de capturer une parole ou de capturer une respiration, de capturer un rire, capturer un tic de langue, une hésitation. Ce sont toutes ces choses-là qui racontent beaucoup sur chacun et du coup sur tout le monde d'une certaine manière. J'aimerais bien qu'on rembobine un peu et qu'on parle de toi, parce que c'est important. Comment tu t'es retrouvé à faire du son? Quel est ton background? Et surtout, je disais tout à l'heure que tes réalisations étaient hyper chiadées. Comment tu t'es formé finalement à faire des choses aussi propres, quoi, j'ai envie de dire finalement. Alors, moi, j'ai grandi en tant qu'adolescent au Maroc. J'ai fait de la musique, beaucoup. Et j'imagine, comme beaucoup d'autres, il a fallu se débrouiller pour faire de la musique. Il a fallu bidouiller des instruments, il a fallu bidouiller des scènes, il a fallu toujours bidouiller pour faire des choses. Donc, se relever les manches pour faire les choses, c'est quelque chose que j'ai appris à faire très jeune. Par la suite, j'ai eu la chance de pouvoir aller à l'étranger pour poursuivre des études en communication et en journalisme. Et là, je n'ai pas abandonné la musique. Je suis resté dans ce domaine-là, ce qui m'a permis de juste avoir la chance de voir des ingénieurs du son travailler, de voir des studios d'enregistrement, mais simplement vraiment, comme je te le dis, hein, c'est voir et être là pendant que les choses se font. Puis par la suite, j'ai eu la chance d'enregistrer en tant que musicien sur différents albums, de faire de la direction artistique par la suite. Donc, le studio, c'est quelque chose dans lequel j'ai baigné. Et je pense que c'est à force de traîner avec tous ces gens, ces ingénieurs du son qui, eux, ont le souci du détail, c'est-à-dire qu'ils peuvent passer des heures et des heures et des heures à régler un son de caisse claire, un son de grosse caisse, un son de basse, pendant des heures et des heures et des heures et des heures, bah, ça t'apprend, enfin, ça forge ton oreille et ça t'oblige à développer ton oreille. Qu'est-ce qu'un bon mix? Qu'est-ce qu'un mauvais mix? En fait, ça vient de la musique, en réalité, tout ça. Et puis, par la suite, j'ai travaillé à la radio, donc j'ai fait des news. J'ai arrêté de faire des news parce que annoncer des morts en donnant des chiffres, bah, ça va un temps. Puis, tu te rends compte que ces chiffres que tu annonces, bah, c'est des gens, c'est pas juste des chiffres. Donc, quand tu te rends compte de ça, bah, ça sape un peu le moral. Donc, il a fallu trouver l'équilibre là-dedans, en fait. Il a fallu trouver l'équilibre dans toutes ces envies-là. J'aimais écrire aussi. Donc, écrire, c'est raconter des histoires. Donc, le son, l'envie de raconter des histoires, l'envie d'utiliser la voix, l'envie de passer du temps dans un studio En fait, je vais te dire un truc marrant. Je me suis rendu compte de ça en entendant quelqu'un en parler la dernière fois. Tu vois, par exemple, sur ce documentaire-là, sur le rencontre en Pays-Bas maintenant, je me rends compte que c'est pas tellement enregistré qui m'amuse. Enregistrer n'est pas une fin, n'est pas une finalité en soi. C'est le moment où on a récolté cette matière et qu'on se retrouve dans le studio et qu'on se dit, bon, maintenant, il faut raconter une histoire avec ça. Parce qu'il faut se dire que, par exemple, pour un exercice comme celui-là, je n'avais aucune idée de ce que ça allait donner. Je n'avais aucune idée de si on allait arriver à avoir les sous pour y aller ou pas. Tu vois, genre, il y avait un point d'interrogation tout le long du truc. Je ne savais pas comment allait se passer la rencontre entre ces différents musiciens. Bref, tout était dans comment dire, tout était dans l'inconnu. Et au final, c'est raconter tout ça par la suite qui a été intéressant. Mais sinon, pour revenir à ta question, mon background, c'est essentiellement la musique, un peu de communication, un peu de journalisme et un côté un peu geek à aimer passer du temps avec des enregistrements et essayer de raconter des histoires avec ça. Est-ce que tu te rappelles de ton tout premier podcast, vraiment le tout premier podcast sur lequel tu as travaillé? Parce que je crois que là, parmi nous, on a vraiment des gens qui sont au tout début d'une aventure de sonore, on va dire ça comme ça.
Est-ce que tu te rappelles de ton tout premier podcast et surtout avec quel moyen tu avais et comment tu as réussi à faire quelque chose d'intéressant avec ces moyens-là? Alors, il faut savoir que j'ai la chance toujours de travailler pour la radio nationale au Maroc, donc Radio 2M, qui est une radio importante ici. Et j'ai la chance d'avoir beaucoup de liberté, vraiment. Ok. J'ai été chroniqueur, j'ai été animateur, j'anime toujours une émission culturelle. Et quelque part, je me suis déjà beaucoup formé là, parce que j'ai carte blanche de faire ce que je veux du moment que je le fais seul, sans demander trop de moyens. Trop de moyens. Donc, un enregistreur, quelque chose pour monter, c'est parti. Mais en réalité, la radio, ça avait commencé déjà à Bordeaux lorsque j'étais chez Radio Nova, où pareil, on me donnait un micro et on me disait d'y aller. Mais vraiment, en fait, euh, comment dire, euh, j'ai toujours eu ce truc de juste essayer de faire. Quand j'ai envie de faire quelque chose, j'essaye de le faire par différents moyens. Peut-être en détournant un logiciel que je sais déjà utiliser. Je vais te dire un truc tout bête. Avant de commencer à utiliser réellement un multipiste pour pouvoir mixer tout ça, machin, l'idée, c'était juste de faire un montage. Je savais faire du montage vidéo et j'utilisais un logiciel de montage vidéo pour monter du son, parce que la finalité est la même au final. Et puis par la suite, en développant l'oreille, tu te rends compte que non, s'il y a besoin d'autres outils. Donc, pour répondre à ta question, les premières choses que j'ai montées, c'était plus des exercices. J'avais enregistré quelqu'un qui était sans papier à Paris, parce que son histoire était intéressante dans le sens où je me rendais compte que les gens autour de moi, quand tu disais sans papier, eux, dans leur tête, ça sonnait directement comme quelqu'un qui était à la rue, quelqu'un qui était sans domicile fixe en réalité. Et du coup, enregistrer cette personne-là qui avait son appartement, qui arrivait à travailler, qui arrivait à subvenir à ses besoins d'une certaine manière, mais qui n'avait pas ses papiers, c'était changer le regard d'un certain nombre de personnes sur ces gens-là. Et c'était simplement récolter sa parole, la montée avec un certain rythme. Il y a toujours cette notion de rythme parce que la musique fait que je n'arrive pas à réfléchir la parole autrement que par le rythme et par le phrasé. Et j'avais monté ça sur une musique que j'avais récupérée, que j'aimais bien. Et voilà. Donc ça, à mon sens, c'était le premier que j'avais fait. Alors, la notion de rythme est hyper intéressante et je pense que ça peut être vraiment quelque chose que tu pourras nous expliquer un peu plus en détail plus tard. Comment est-ce qu'on trouve un rythme dans un podcast? Je pense que c'est assez important. On va revenir un peu sur le processus de création. Okay. Tu as beaucoup parlé de la prise de son. J'ai l'impression que pour toi, c'est vraiment hyper important. Et pour les amateurs qui sont avec nous aujourd'hui, en termes de prise de son, comment ça se passe et quelles sont les choses auxquelles il faut vraiment faire attention selon toi, auxquelles toi, tu fais attention? Alors, j'ai envie de te dire, c'est super important, oui et non. Oui, complètement, quand tu as envie de faire quelque chose de beau, quelque chose qui sonne. À titre d'exemple, moi, j'utilise souvent cette idée de se dire qu'un micro comme celui-ci que j'utilise, donc il y a un micro en mono qu'on connaît tous, donc il y a une onde qui est centrée, qui n'est pas en stéréo, bah, te permet d'avoir cette voix un peu, tu vois, genre en me rapprochant du micro, j'ai cette voix un peu plus chaude. Il y a un côté intimité qui s'installe tout de suite. Un microphone stéréo, donc bref, un microphone stéréo qui te permet de faire une double prise, pour moi, est plus une image comme un plan fixe dans un film. On prend une photographie d'un endroit, ça te permet d'entendre l'espace, ça te permet d'entendre les gens bouger dans l'espace, surtout quand tu écoutes au casque ou que tu écoutes sur une bonne sono en stéréo, ça te permet de voir vraiment les gens bouger dans le spectre sonore. Donc, déjà, quand tu joues avec ces deux notions-là, ça te permet de créer de la matière, ça te permet de créer différents plans sonores dans ce que tu écoutes. Et si en plus tu t'amuses à superposer des sons pour composer une scène, comme tu composerais une scène à l'image, eh ben, ça permet énormément de choses. Et là où je te dis c'est important, oui et non,
Non, parce que parfois, moi, il m'arrive de vraiment d'enregistrer avec mon téléphone, c'est-à-dire de mettre mon téléphone, de lancer l'enregistreur vocal du téléphone et de le mettre dans la poche. Quand je suis dans un aéroport, quand, par exemple, le premier son qu'on entend dans Visite aux rencontres en Pays-Bas maintenant, on est dans l'avion, ben, l'avion, je peux pas sortir vraiment l'enregistreur, tout ça, donc je le fais au téléphone. Quand je rencontre quelqu'un et qu'il faut absolument récolter sa parole, c'est pas grave si ça passe au téléphone, c'est pas grave si c'est pas très bon. On essaiera toujours de rattraper en post-production avec une équalisation, avec un mix, en voyant comment le placer justement dans le spectre sonore, ce genre de choses. Donc oui et non, oui complètement parce que ça te permet de garder l'auditeur et de pas fatiguer l'oreille, et non parce que si vraiment l'envie est de raconter quelque chose, euh, on prend n'importe quoi qui enregistre et puis on enregistre parce que la finalité est de raconter, pas de produire quelque chose de beau. C'est intéressant ce que tu dis. C'est-à-dire rester focus sur l'histoire et Ouais, pas sur justement enfin, le format ou ce côté-là, mais rester concentré que oui, ce qui est le plus important, c'est l'histoire. Euh, du coup, si je résume ce que tu dis, c'est si par exemple, quand tu veux faire un documentaire ou même sur des trucs de talk, quand c'est ouais, ouais, uniquement ta voix, un enregistrement en sono, ça marche en fait. oui. Il faut enregistrer en sono et puis quand tu veux prendre vraiment une ambiance, voilà, tu peux enregistrer en double. Ok, très bien. Du coup, donc, on a parlé de prise de son. Donc, toi, tu utilises ce matériel-là pour enregistrer, c'est ça? Moi, j'utilise différents types de matériel. J'utilise des enregistreurs, Est-ce que tu as on va dire, quand tu sors ou quand Oui. tu veux enregistrer faire une interview, quels sont, enfin, en termes d'outils ou de marques ou de matériel, quelles sont tes recommandations? Alors, moi, j'ai tendance à dire qu'il y a un espèce de couteau suisse du podcast parce qu'il te permet de faire énormément de choses et c'est pas très onéreux par rapport, bien évidemment, à tout ce qui existe en son. Mais pour moi, le Zoom H6 est le parfait, comment dire, euh, ça te permet de faire énormément de choses. Ça te permet de faire du documentaire, ça te permet de prendre des ambiances sonores si tu veux garder des choses pour faire des jingles par la suite. Ça te permet d'y brancher des micros, ça te permet d'utiliser les micros directement, ça te permet d'avoir jusqu'à 6 personnes autour d'une table et de discuter. Donc c'est quand même pas mal. Donc ça te permet pas mal de choses. Ça marche avec 4 piles, ça marche en branchant en secteur, ça marche en branchant sur ton ordinateur. Ça fonctionne par la suite comme carte son pour pouvoir l'utiliser pour enregistrer chez soi sur son ordinateur. Donc ça permet pas mal de choses. Et puis plus ça va, plus ils sortent de nouvelles choses. Maintenant, on en est au H8, je crois, ou quelque chose comme ça. Donc plus les H6 et les H5 coûtent moins cher. Mais moi, j'aurais tendance à conseiller le H6 parce qu'il permet énormément de choses. Il permet même de brancher son téléphone si on a envie d'avoir quelqu'un au téléphone et d'avoir une qualité correcte. Est-ce Donc que ça tu peut... as déjà fait des enregistrements à distance Oui, je fais et tu souvent des utilises enregistrements. quoi? Alors, pour moi, il y a, ce qui fonctionne bien, c'est le son sur Zoom est très bien. Le son sur Skype également est très bien Ok, quand on a envie d'enregistrer. Sinon, il y a Anchor, Anchor, qui est donc ok. la plateforme de De Spotify. Spotify, Ouais. qui permet un truc qui est génial. C'est-à-dire que tu peux envoyer un lien à quelqu'un et donc, il se connecte dessus avec son téléphone et puis il parle vraiment, vous parlez tous les deux au téléphone et tu vas Ok. récupérer ton son sur Anchor. Il est enregistré en ligne, donc tu n'en as pas besoin de matériel pour le faire du coup. Tu as Trop bien. simplement besoin d'aller le récupérer sur le site. Ok. Je ne sais pas si on peut vraiment définir, mais j'aimerais bien te demander, c'est quoi un bon son pour toi? C'est quoi à quel moment tu te dis, ça c'est pertinent, il faut que je l'enregistre? Moi, encore une fois, comme je te dis, la notion de enregistrer en soi, c'est pas ce qui me fait le plus, c'est pas ce qui me fait le plus vibrer, si tu veux. Ok. Mais dans le cadre d'une idée, dans le cadre d'une idée, par exemple, si on parle du cas du documentaire, si j'ai envie de développer une idée dans le documentaire, il va m'arriver de de prendre mon téléphone et d'enregistrer quelqu'un parce que la discussion est intéressante et que d'une manière ou d'une autre, elle m'aide à avancer sur le docu. Peut-être que je la garderai comme,
que je la garderai pour l'intégrer, ou peut-être qu'elle me permettra de nourrir ma réflexion ou ce genre de choses. Après, il y a effectivement le travail de journaliste, entre guillemets, que je fais, qui est de répondre à des questions, enfin, de poser des questions à différentes personnes, où là, évidemment, j'arrive avec ma liste de questions, et l'idée, c'est de sortir avec des réponses sur un sujet donné. Et là, c'est complètement différent. Alors justement, on va parler de fond un peu. Oui. J'aimerais bien qu'on creuse un peu la structure d'une bonne histoire selon toi, Oui. peu importe le format, c'est-à-dire est-ce que Oui, c'est oui. un documentaire ou une interview, etc. Bien Mais sûr. je sais que tu as l'habitude de faire des gros documentaires qui se tiennent quand même, c'est-à-dire justement avec le rythme, avec les silences et tout ça. Comment se structure une bonne histoire? Est-ce que tu pourrais dire? Bien sûr. Alors, il y a j'ai envie de te répondre la réponse toute bête et toute simple, qui est de se dire que toute histoire a un début, un milieu et une fin. C'est très important de le garder en tête. Ça a l'air de rien, mais c'est très important de le garder en tête, parce que on s'oublie en faisant. Chemin faisant, on a tendance à oublier qu'une bonne histoire, c'est un début, un milieu et une fin. Après, libre à nous de l'imaginer comme un puzzle qu'on va rebouger dans tous les sens. Mais il y a ça qui est super important. L'autre chose, c'est de se dire, qu'est-ce que j'ai envie de dire réellement? Pourquoi je le fais, pourquoi je le raconte, cette histoire? Quel est mon avis sur cette histoire? Et est-ce que j'ai envie de le donner? Et à ce moment-là, ça te permet de circuler dans cette histoire. D'une autre manière, je vais te dire, par exemple, quand il s'agit de fiction, en revanche, je ne sais jamais quelle est la fin. Je sais quel est le début, mais c'est l'histoire qui se raconte d'elle-même. Quand il s'agit de documentaire, tu vois, il y a une différenciation à faire entre reportage et documentaire. Le reportage, je rapporte des faits. C'est-à-dire, je n'ai pas d'avis à donner sur une question donnée. Sur le documentaire, eh ben, j'ai quand même ma petite idée j'ai quand même ma réponse, moi, à ce qu'on est en train de se dire. Et comment je vais amener cette réponse-là, comment je vais l'inclure dans l'histoire que je raconte. Mais une bonne histoire, c'est aussi des personnages. C'est très important. Il y a toujours cette notion de personnage. C'est-à-dire que si, dans le cadre d'un documentaire, dans la vie réelle, il y a quand même des personnages comme en fiction. C'est-à-dire que si je raconte une histoire avec, je sais pas moi, si j'ai envie de parler du monde du podcast en Afrique, le monde du podcast en Afrique. On adore cette thématique. j'ai envie de parler de ça. J'ai envie de faire un documentaire sur ça. Ok, mais qu'est-ce qui va faire que les gens vont écouter cette production? Tu vois, est-ce que c'est le fait que ça va être très factuel et du coup, voilà, je vais donner des chiffres, des choses, machin, mais ça, je peux pas tenir 30 minutes ou 40 minutes avec ça. Ah, c'est impossible. Donc, je vais avoir besoin de personnalité, en réalité. Qu'est-ce qui fait que Sinatou est intéressante en tant que personnage, tu vois, comme dans un film? Qu'est-ce qui fait que j'ai envie de la suivre? Qui est le méchant? Qui est le gentil? Qui est le, tu vois? Il faut vraiment exacerber certains aspects de certaines personnes, sans détourner la réalité et faire un faux documentaire. C'est juste dans le montage, dans le rythme, dans l'histoire que j'ai envie de raconter, j'ai besoin de personnages, quelqu'un qui sert de fil rouge, ou quelqu'un qui est assez intéressant, dont la vie est intéressante, pour que j'ai envie d'écouter pendant 40 minutes un sujet. Voilà. Ok. Et comment tu rythmes? C'est quoi le rythme, en fait? Parce que nous, quand on est en radio, on sait ce que c'est. Et puis, c'est devenu presque intuitif. Mais tu vois, les gens qui nous écoutent là, quand tu leur dis rythme, ok, mais comment tu mets du rythme, en fait, dans un podcast concrètement, tu vois? Il faut imaginer toutes les étapes comme une écriture. Comme une écriture et comme un texte qu'on lirait à haute voix. Je ne sais pas si je suis clair dans ce que je dis, mais en tout cas… De plus en plus, continue. L'enregistrement, alors avant de passer à l'enregistrement, il y a quand même de l'écriture. Même si on n'utilise pas de papier et de stylo, même si on ne tape pas tout ça, il y a une écriture qui se fait. C'est-à-dire que je réfléchis mon sujet. Ensuite, une fois que j'ai arrêté de réfléchir mon sujet, il faut que j'aille enregistrer. Cet enregistrement-là,
m'oblige à changer la première écriture. Parce que là, je suis dans le concret, dans le réel. J'avais une idée de ce que je voulais enregistrer, de ce que je voulais aller voir. Mais là, la réalité, elle m'oblige à aller ailleurs, à prendre un autre chemin, ce genre de choses. C'est une deuxième écriture. Ensuite, on prend ces deux écritures-là et on passe au montage. Et là, c'est comme un texte que tu lis. Où est-ce que tu as envie de respirer? Où est-ce que tu as envie que les choses s'accélèrent? Où est-ce qu'il faut laisser respirer? Parce que là, ça devient trop. J'ai trop d'informations dans la tête. Ça devient brouillon. C'est exactement comme écrire avec une feuille et un stylo. Et c'est ce qui fait le rythme, à mon sens. Et aussi, souvent, si vous avez l'opportunité, laissez reposer les choses. Revenir avec une paire d'oreilles fraîches, c'est toujours bien. Si on peut laisser les choses décanter quelques jours et y revenir, je parle au moment du montage, de finaliser le montage, c'est toujours bien. Faire entendre à quelqu'un avec qui vous avez beaucoup discuté de ça, c'est une paire d'oreilles différentes parce que effectivement les choses se font naturellement. Sinatou, tu l'as très bien dit, ça se fait naturellement. On arrête de réfléchir ce genre de choses. Donc du coup, faire écouter à quelqu'un d'autre, c'est faire entendre une autre paire d'oreilles et une autre sensation. Peut-être que il y aura des petites choses qui vont changer parce que l'autre te dira, écoute, ici, ça a besoin de respiration. Ici, je n'ai pas compris. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est trop dedans aussi. C'est un texte dans lequel on se jette corps et âme pendant une période donnée. Voilà. Donc, en gros, si je résume, l'idée, c'est de dire que quand tu fais un travail de montage, c'est de se mettre soi-même à la place de l'auditeur et de dire, en fait, moi, si j'ai écouté ça, vraiment là, j'aurais vraiment besoin d'une pause pour assimiler ce qui vient d'être dit. J'aurais vraiment besoin de passer vite, vraiment de couper certains passages aussi, parce qu'au final, c'est à peu près ça. Donc, en gros, c'est faire du montage en podcast, c'est un peu une gymnastique qui consiste à être à la fois la personne qui produit, qui réalise, mais aussi la paire d'oreilles qui écoute, quoi. Tu es ton premier auditeur, en réalité. Ouais. Tu es ton premier auditeur. Tu peux être, tu peux... la quantité de matière que tu as devant toi peut gagner, au final, peut te donner mal à la tête à un moment pendant que tu es en train de monter, parce que tu te dis, c'est super, tout ça est très intéressant, mais tout ça est trop. Là, il faut que ça respire à un moment. Comment le faire respirer? Et aussi, il y a quelque chose de très important, j'y pense en le disant. Souvent, quand on fait des premiers... ça, c'est marrant parce que je le remarque avec les formations autour du podcast documentaire qu'on fait. C'est quelque chose que j'avais oublié, mais effectivement, c'est quelque chose de normal. On s'accroche à la matière qu'on a enregistrée. Or, il faut jeter la matière. Il faut vraiment pas s'y accrocher parce que si elle ne fait pas avancer l'histoire, si elle ne raconte rien et que toi, elle t'a l'air intéressante, elle n'est pas intéressante. Juste mets-toi dans la tête qu'elle n'aide pas à l'histoire. Donc, il faut apprendre à se défaire de la matière qu'on a enregistrée. C'est super important de prendre du recul sur ce qu'on est en train d'écouter. Comment tu fais quand tu reviens de reportage et que tu as trop de choses, en fait? Comment le dérochage, parce que chaque intervenant pendant les conversations nous a un peu donné sa technique et du coup, j'aimerais bien avoir la tienne sur quand tu reviens et que tu as trop, t'as genre, je sais pas, 3 heures de rush, ça se passe comment? Tu fais quoi avec? Alors, déjà, il y a une chose avant de revenir. Ça, c'est quelque chose que j'ai appris avec le temps et j'en suis très content, j'ai arrêté d'enregistrer tout le temps. Il faut se fixer une limite parce que quand tu reviens avec 3 heures de rush, si tu te souviens de rien et que tu as envie de tout réécouter, tu vas l'écouter une fois, ça fait 3 heures, puis après tu vas le réécouter une deuxième fois pour être sûr de voir ce que tu as envie de garder ou pas, ça fait 6 heures, puis ensuite tu vas écouter pour nettoyer à 9 heures, et puis plus ça va, plus tu vois, alors c'est pas comme les images où tu as une image clé, tu sais qu'à peu près là, c'est le moment où on est arrivé ici, donc ça va, on peut... Non, le son, tu réécoutes tout. Donc déjà, moins enregistré. Apprendre à moins enregistrer. Ensuite, pendant qu'on est en train de faire un reportage ou pendant qu'on est en train de faire un documentaire, faut noter. Il faut tout le temps noter ce qu'on vient de faire.
En fait, moi, par exemple, sur le rencontre en Pays-Bas maintenant, tous les matins, pendant que tout le monde dormait, moi, j'étais debout à 6 heures, je vidais mes cartes et je classais, je faisais des dossiers pour classer les journées. Voilà, tel fichier à tel fichier, on était là, tel fichier à tel fichier, on a été ici, tel fichier à tel fichier, c'est le moment où il y a eu la jam, et il faut organiser au maximum. Il faut organiser au maximum de manière à ce que, comment dire, quand tu écris ton texte, que tu commences à monter tout ça, c'est aller chercher ce dont tu as besoin pour raconter ton histoire et plus être, comment dire, être tributaire de tes enregistrements pour raconter l'histoire. Tu vois, il ne faut pas commencer à écouter en te disant ça c'est bien, je vais le garder parce que peut-être que je pourrais. Non, c'est qu'est-ce que je veux raconter, voilà comment je veux le raconter, qu'est-ce que j'ai dans mes sons qui me permet de le raconter. Et si je n'ai pas ce son-là et que je ne peux pas retourner à ses goûts parce que voilà, c'est pas la porte à côté, c'est trop tard. Et, ok, quelle est l'autre solution pour faire avancer mon histoire? Encore une fois, c'est ce que je te dis, ne pas s'accrocher à ce qu'on a enregistré. Ok. Donc, enregistrer moins, être rigoureux dans nommer ces fichiers, bien les ranger, bien les classer. Oui. Et quand tu arrives sur ta table de montage, tu fais quoi? T'écoutes? Parce que, en fait, tu sais qu'il y a deux écoles. Par exemple, moi, je dis souvent, et moi, je le fais systématiquement, c'est que j'utilise des outils de transcript là, pour tout voir en texte. Oui. Et je supprime les passages qui ne m'intéressent pas avant de commencer mon montage son. Comment toi, tu fonctionnes, toi, en termes de dérochage? En termes de dérochage, je vais comme l'organisation et la nomenclature est bien faite, je sais ce que j'ai. En fait, j'ai beaucoup moins de rush à écouter au final. Ok. Je sais que quand on arrive chez le chef de village, eh ben, ce sont ces 3 fichiers-là. J'ai besoin de cette partie-là. Je vais écouter pour sélectionner dedans les meilleures parties. Je vais faire attention aux enregistrements musicaux, où là, c'est là le côté chiadé de la production. J'ai besoin vraiment de pistes nickel, qu'il n'y ait pas quelqu'un qui est tapé dans le micro, ou quelqu'un qui est parlé à côté de micro, ou une mouche qui se pose sur le micro, n'importe quoi, ce genre de choses. Bah ouais, parce que toi, tu poses un micro et puis tu pars du micro parce que tu es tout seul. Donc, tu as besoin de faire plusieurs enregistrements en même temps. Si je mets des micros stéréo, ou si il m'est arrivé aussi des fois, par exemple, sur Rencontre en Pays-Bas maintenant, de sonoriser tout le monde, tous les musiciens. C'est-à-dire sonoriser? C'est-à-dire sonoriser, c'est-à-dire récupérer le son de tous les instruments pour pouvoir mixer ça comme j'ai envie et faire ressortir un instrument par rapport à l'autre. Parce que tu imagines bien quand on est dans une salle et que tu as 2 instruments à cordes et 4 percussions, les percussions gagnent. Donc, j'ai besoin de récupérer le son de tout le monde pour pouvoir mixer ça et calibrer et que je puisse utiliser le son comme je veux. Peut-être que je suis un peu trop technique, non? Non, mais c'est clair, c'est clair, c'est clair. Donc, n'hésitez pas à préparer vos questions, je vous donnerai la parole dans 10 minutes. Il y a sur le continent, mais je pense que c'est un problème un peu général, c'est quand on veut faire des projets de documentaires, notamment, mais je pense que sur le continent, c'est un peu plus difficile. Tu sais, quand on n'a pas l'habitude de prendre ses propres sons ambiants, c'est difficile, en fait, de trouver. Je ne sais pas comment toi, tu te débrouilles. Est-ce que tout ce que tu utilises comme habillage de sons, un peu d'ambiance, c'est des sons que tu as pris? Est-ce que tu connais des bases de sons spécifiques pour avoir des sons d'ambiance du continent, tu vois? Mais je sais que c'est une difficulté qu'on a d'avoir des sons qui nous ressemblent un peu. Oui. Moi, j'ai eu la chance, en réalité, de travailler avec une association et que je remercie énormément parce que vraiment, j'ai eu une chance incroyable de croiser ces gens-là qui s'appellent Africaina, donc avec qui j'avais réalisé ce documentaire-là et qui, eux, avaient pour ambition pré-Covid de faire ce qu'ils appelaient une instrumenthèque d'Afrique. Trop bien. C'est-à-dire d'aller dans différents pays, récolter le son des artisans, récupérer des instruments, tout ça, et pour en faire un musée sonore, un musée du son, un musée de la vidéo, un musée des instruments. Donc, j'ai eu la chance d'aller au Mali, au Rwanda, et devait aller en Afrique du Sud et au Kenya également. Ça ne s'est pas fait malheureusement. Bref, l'idée, c'était d'aller un peu partout. On l'a fait au Maroc aussi, beaucoup, et d'aller à la rencontre de ces gens-là, et donc du coup, de récolter tous ces sons.
Donc moi, si tu veux, j'ai des heures et des heures de son de peau qui est en train d'être gratté pour être préparé à être mise. Et pendant ces voyages, pendant ce genre de voyage, là, pour le coup, le Mehdi qui te dit j'aime pas enregistrer, il n'est pas là. Lui, il est resté à Casablanca. Lui, celui qui est à Ségou, celui qui est à Kigali, machin, il enregistre tout. Il enregistre même le son des gens qui montent ou qui descendent du bus. Il enregistre le son de tout ce que tu peux trouver parce que, voilà, justement, tu sais que c'est pas en tapant sur YouTube son de, je sais pas moi, de victoire du club de Kigali, machin, que tu vas le trouver propre, tout ça. Donc, ça, c'est le genre de son que j'enregistre. Oui, et ça, pareil, quand je te dis, j'utilise mon téléphone souvent. Ça, quand je suis dans la rue, que j'entends, par exemple, un musicien traditionnel marocain passer, mais que je sais que c'est des choses qui sont en train de disparaître, eh ben, c'est pas grave si le son n'est pas génial et que c'est juste le téléphone, mais il faut que je l'ai. Peut-être que j'arriverai à l'avoir en repassant demain avec un meilleur enregistreur, tout ça, mais juste avoir comment dire, ce réflexe. Ouais. Et ce réflexe de sortir son téléphone et d'enregistrer le son au mieux que tu peux. Parce que, encore une fois, il y a toujours la post-production derrière. Une équalisation, faire une fausse stéréo, tout ça, c'est devenu très facile aujourd'hui. C'est devenu très facile. Du moment qu'on a un son qui est un minimum propre, c'est très facile de l'utiliser par la suite. Je pense qu'on doit tous développer ce réflexe-là, peu importe dans les pays où on est, de vraiment prendre du son, enfin, avoir ce réflexe vraiment de se dire « Ah tiens, ça c'est rare, ça je peux l'avoir et je peux le mettre à disposition de tout le monde ». En tout cas, nous, c'est quelque chose qu'on a vraiment envie de développer et je pense que c'est important de le faire davantage. On va parler de post-production, justement, Bien comme sûr. tu parles justement d'égalisation. Alors, moi, j'aimerais savoir déjà quel outil de montage tu utilises et le mixage, parce que ça, c'est quelque chose aussi que les gens ne comprennent pas. Le mixage, quand on dit « je fais un mixage », c'est quoi en fait? C'est quoi et comment on le fait? Enfin, évidemment, c'est un peu technique et ce n'est pas évident de le faire à distance et tout ça, mais j'aimerais bien que les gens ils puissent sortir d'ici avec ce truc de « Ok, si j'entends encore mixage, c'est ce que ça veut dire en fait. » Très bien. Alors, qu'est-ce que j'utilise? J'utilise différentes choses. J'utilise Reaper. Non, bon, bref, j'utilise Reaper pour la formation. Oui, parce que j'allais parler de son. Non, je ne vais pas ouvrir cette porte-là. Sois simple. Oui, j'utilise Reaper. Reaper, c'est un logiciel qui est excellent, qui est très complet, qui n'est pas gratuit, mais qui permet une utilisation complète du logiciel sans le payer. En fait, en gros, il te dit tu peux l'utiliser pour tester et le jour où tu peux le payer, paye-le. En gros, voilà. Mais il est complet et il est vraiment excellent. Donc ça, c'est un super logiciel. Moi, j'utilise personnellement Studio One, qui est un logiciel de Presonus, parce que je l'avais installé un jour que j'étais en déplacement et qu'il était plutôt léger et facile à faire tourner et que j'ai bien aimé l'interface, je le trouve facile. Donc, je continue de l'utiliser. Je l'utilise autant pour les montages que pour le mixage ou le mastering. Le mixage, qu'est-ce que c'est? Une fois qu'on a fini notre montage, une fois que le montage est fini, comment faire en sorte que le son soit propre, d'une part, le son soit agréable, qu'il n'y ait pas de volume plus fort que l'autre. Comment faire que la voix, par exemple, qu'on utilise ressorte de la plus belle des manières, parce qu'il ne suffit pas de l'enregistrer. Même quand on enregistre et qu'on écoute avec un micro, qu'on dit « Ouah, le son est génial », eh ben, il y a moyen que le son soit un petit peu mieux. Et voilà, c'est histoire de lustrer, de polir tout ça et de rendre la chose la plus agréable à écouter possible. Il y a quelque chose dont on ne se rend pas compte. Quand on enregistre du podcast, par exemple du podcast Talk, des fois, on se contente de se dire « Ah tiens, le son est bon, on entend ce que les gens disent, donc c'est bon. » Mais en fait, quand on écoute avec des écouteurs ou ce genre de choses, au bout d'un moment, on fatigue. On a les oreilles qui fatiguent, tout ça. Pourquoi? Parce que peut-être qu'il y a un petit son, un peu le son de la pièce qui salit un petit peu le son, qui va fatiguer l'oreille en réalité. Donc l'idée, c'est de donner l'écran le plus joli
à l'histoire qu'on a envie de raconter en utilisant un petit peu de technique. J'ai réussi ou pas? Ouais, je crois que tu as vachement réussi. Après, tu nous as défini c'est quoi le mixage, mais tu nous as pas dit comment on fait le mixage. Comment on fait le mixage? Alors, il y a un truc génial, vraiment génial, et je suis très sérieux. YouTube te permet d'apprendre plein de choses en 3 minutes ou en 3 heures. C'est toi qui choisis. Si tu as envie de savoir comment faire ressortir le son sur ton podcast, par exemple un podcast de talk, comment faire qu'on entende bien, il y a vraiment, en le tapant sur YouTube, il y a moyen de l'avoir en quelqu'un qui te l'explique en 3 minutes, c'est-à-dire qu'il ne t'explique absolument pas qui te montre directement comment faire, sans t'expliquer le pourquoi du comment. Ou tu as le mec qui va te l'expliquer pendant 3 heures en passant par toutes les différentes étapes, tout ça. Mais le mixage, en gros, c'est utiliser une équalisation. Par exemple, l'équalisation, c'est ce qu'on a tous sur nos vieilles chaînes hi-fi, sur nos téléphones, quand on voit bass, medium, low, mid and highs, comment jouer avec ça de manière à avoir un joli son. Par exemple, je vais te donner un exemple concret, et j'espère que ça va parler à tout le monde. Par exemple, une voix humaine n'est pas très basse. On n'a pas beaucoup de sons très bas. Donc, tout ce qui est fréquence basse, eh ben, on peut complètement les enlever on va dire jusqu'à 80 Hz. On peut enlever toutes ces fréquences-là. Pourquoi? Parce que c'est justement toutes les fréquences où il va y avoir un problème. Par exemple, une voiture qui passe à côté de l'endroit où tu es en train d'enregistrer va être dans ces fréquences-là. Le qu'on va entendre va être dans ces fréquences-là. Et c'est des fréquences qu'il n'y a absolument pas dans la voix. Donc, si tu les enlèves, tu t'es débarrassé du son de voiture qui passe. Donc, ça, c'est très cool à savoir déjà. Et voilà. Ouais. Ce genre de choses. Ça veut dire, tu me dis si je me trompe, mais j'essaye de simplifier le plus possible. Vas-y, je trouve ça compliqué de simplifier. En gros, si je dis que dans Reaper, il y a une fonctionnalité, donc EQ, il y a une fonctionnalité qui permet d'égaliser certaines voix. Si je dis que c'est ça le mixage, on est d'accord ou pas? Alors, si ton son est propre, c'est-à-dire, par exemple, si tu as un son qui est vraiment hyper propre, tu as enregistré dans un environnement où il n'y a pas d'écho, pas de réverbération, où les sons que tu entends, ou les voix que tu as enregistrées sont hyper propres, tu peux te contenter d'une équalisation, c'est parfait. Il n'y a pas besoin d'aller au-delà de ça, il n'y a pas besoin de la compression, il n'y a pas besoin de toutes ces choses-là. Après, le mixage, c'est aussi des goûts personnels. C'est-à-dire que tu feras venir 10 ingé sons, tu leur donneras la même émission, les mêmes 2 personnes à mixer, tu auras 10 sons différents. Parce qu'il y a aussi cette notion de goût personnel à chacun que tu développes par la musique que tu écoutes, par le genre d'émission que tu entends. C'est exactement comme quand vous allumez la radio et que vous passez d'une radio à l'autre, vous reconnaissez le son de la radio. Quand tu passes d'une radio à l'autre et que tu entends juste des animateurs ou des animatrices parler, en entendant simplement l'animateur parler, même si ce n'est pas le plus connu de la station, tu dis « Ah, je suis sur telle radio, je suis sur telle radio, je suis sur telle radio ». Parce que c'est le mixage, c'est le traitement de la radio qui te permet de définir le son général de la radio. Peut-être qu'avec l'exemple de la radio, c'est plus parlant. En tout cas, moi, ça me semble plus clair et ça me parle. C'est vrai que moi, j'écoute beaucoup de radio et il m'arrive, en tout cas, c'est que quand je suis sur le continent, ici, c'est rare. Ici, j'écoute beaucoup plus de podcasts. Mais sur le continent, c'est vrai que quand tu es en voiture, tu sais, il y a beaucoup de radios un peu locales. Quand tu mets RFI, tu sais que là, tu es sur RFI, quoi. C'est le son de la radio. Ouais, c'est le son de la radio. Moi, ça me parle. En tout cas, cet exemple, il y aurait tellement de choses à dire sur le montage, mais on n'a pas beaucoup de temps et j'aimerais aussi vous permettre de parler. Mais du coup, j'ai quelques questions. Donc, je vous donne la parole dans exactement 5 petites minutes, le temps de poursuivre un peu la conversation qui était un peu technique, mais on va parler un peu d'autre chose. Alors, par rapport à tes podcasts, est-ce que tu pourrais nous dire comment c'est écouté? Tu vois, est-ce que tu as des retours? Déjà, comment tu fais connaître tes podcasts? Quels sont les retours que tu as en termes d'audience? Et surtout,
est-ce que tu envisages de le monétiser? Bon, ça fait 3 questions, mais j'essaierai de te relancer si jamais tu en oublies une. Et puis après, on va laisser la parole aux participants et je reviendrai peut-être pour en poser d'autres. Alors, les podcasts. Alors, la première question, c'était comment je fais pour les faire connaître? Oui. Comment je fais pour les faire connaître? Eh ben, j'ai une équipe qui s'occupe en tout cas ici au Maroc, qui s'occupe de relations presse. Ça, c'est un volet important. Donc, de communiquer avec la presse, de faire connaître par la voie traditionnelle que ces podcasts existent et puis aller chercher les journalistes et les médias que ça intéresse. Par exemple, quand on fait un podcast sur l'écologie, eh ben, on va aller vers ceux que ça intéresse. Quand on fait un truc sur un docu musical, il faut aller chercher plus large. Bref, donc ça, il y a la relation presse et puis il y a tout ce qui est réseaux sociaux également. Je suis pas vraiment, c'est pas moi le spécialiste de ça, mais en gros, c'est faire des publications. Et puis, si j'ai bien compris, il y a des paramètres à mettre pour s'adresser à tel auditoire ou tel auditoire. Ouais, ciblé, voilà. Donc, c'est cibler les auditoires. Comment on fait connaître Eh ben, pour le moment, on teste beaucoup encore. On teste beaucoup parce que, par exemple, Insomnie, qui est une fiction, fonctionne énormément en France. On ne s'y attendait pas du tout. Et ça s'est fait de manière complètement organique. C'est-à-dire que tout ce que je viens de te dire ne s'applique pas ne s'applique pas à Insomnie. Et donc, on a été surpris par ça. Mais du coup, pour la seconde saison, qu'on est en train d'essayer de faire financer, et qui est un peu différente de la première, on a ça en tête, que c'est quelque chose qui a fonctionné en France, donc il faut peut-être axer davantage sur le marché français. Pour la monétisation, on a eu la chance, justement pour Insomnie, d'avoir une marque marocaine qui nous a suivis sur la monétisation, donc avec du pré-roll sur un certain nombre d'épisodes et sur un certain nombre. Donc, le pré-roll, juste pour expliquer, c'est la petite pub au début, hein, en fait, avant l'épisode. Et j'avais lancé la monétisation avec l'hébergeur. Donc, qui lui s'occupait, enfin, avec la régie de l'hébergeur, qui eux s'occupaient de mettre la publicité. Et le souci que j'avais avec ça, c'est que le paiement se fait, enfin, eux, pour te reverser l'argent, ça se fait via PayPal. Malheureusement, l'office d'échange marocain, enfin la banque centrale marocaine, ne permet pas à une entreprise de récolter de l'argent via PayPal. Donc ça, j'ai arrêté et j'essaye de développer les choses différemment, soit en faisant produire, en essayant de trouver des marques ou ce genre de choses qui aident à la production, ou qui, une fois que les choses sont produites, viennent se greffer au projet. D'accord, voilà. Donc tu as arrêté les pré-rolls, quoi. Ouais, j'ai arrêté les pré-rolls avec la régie, si tu veux. D'accord, ok. Donc, je suis ma propre régie aujourd'hui. Ouais, non, mais c'est un bon point parce que ça permet de... Enfin, en tout cas, il faut vérifier dans les autres pays si c'est possible pour vous ou pas. Parce que du coup, on peut se dire, tiens, je vais aller vers une régie et le faire aussi. Et il y en a, on peut en citer quelques noms, Acast, qui par exemple fait des trucs automatiques, etc. Mais avant de vous lancer, je pense que c'est important de vérifier si dans votre pays, c'est autorisé ou pas, parce que sinon, ça ne sert à rien. Et du coup, l'autre question, c'était, et ma dernière question, et puis après, vraiment, c'est à vous de prendre la parole. C'est ton audience, elle est, enfin, voilà, comment tu la caractérises? Est-ce qu'elle est importante? Est-ce qu'elle est plus au Maroc, en Afrique ou ailleurs, en fait? Ça, c'est une question qui revient souvent. On a l'impression que l'audience des podcasteurs africains n'est pas en Afrique et ça pose des vrais problèmes, quoi. Enfin, je ne sais pas si c'est des problèmes, mais ça pose question. Ça dépend des programmes en réalité. Il y a les programmes, le seul programme Talk qu'on avait lancé, avait une audience marocaine, parce que forcément c'était des invités marocains qui venaient s'asseoir à une table avec des Marocains. Donc vraiment on ne parlait qu'à ce territoire-là. Sur la fiction, c'est clairement la Belgique et la France, et encore une fois de manière organique, c'est-à-dire qu'on n'a même pas essayé, on n'a même pas fait exprès, mais maintenant ça nous a mis dans une autre dynamique aussi par rapport à ça.
Ce qui est le documentaire Rencontre en Pays-Bas maintenant, ça c'était intéressant parce que du coup ça a ouvert sur d'autres pays africains, forcément. Euh, mais voilà, c'est vraiment du cas par cas. On a fait un docu-fiction aussi. Ça, c'était très marrant à faire. On a fait un docu-fiction autour de l'écologie. C'était l'histoire d'un sachet en plastique qui n'arrive pas à mourir et qui prie pour mourir et qui erre dans les Trop bien. océans. Ça, c'était très marrant. Ça, comment dire, ça a attiré pas mal de gens. Enfin, le concept a attiré pas mal de gens, mais pour le coup, il est vraiment en arabe dialectal marocain. Ok. Donc, il y a eu un auditoire marocain et algérien, pareil. Donc, vraiment, c'est du cas par cas. Et comme, en plus, on n'est pas un studio qui produit des formats redondants, si tu veux, genre le talk qu'on a fait, on a arrêté au bout d'une saison parce qu'on se voyait déjà commencer à tourner en rond et l'idée était vraiment pas de s'installer dans quelque chose. On avait envie de bouger un peu les lignes et on a vu que les lignes n'allaient pas bouger. Et on s'est dit peut-être qu'il faudrait penser les choses différemment. Donc là, on essaye de produire de nouvelles choses, mais encore une fois, on va découvrir au fur et à mesure. Peut-être pas pour Insomnie si on arrive à le faire parce que c'est déjà plus évident. Et on a une autre série où on est sûr qu'on va arriver à fédérer dans les pays du Maghreb, mais on verra. Donc, Ok, voilà. intéressant. Du coup, c'est à vous, parce que moi, j'ai toujours plein de questions. J'espère que j'y réponds déjà aux questions. Ah, mais vraiment, enfin, en fait, tous les deux, on aurait pu continuer encore une heure. Mais du coup, oui, j'aimerais bien vous entendre. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à lever la main et à prendre la parole. Comme ça, vous vous adressez directement à notre invité. Et sinon, vous pouvez toujours écrire votre question dans le chat et puis je me ferai votre porte-voix. Mais c'est toujours plus simple de vous adresser. Ça fait une conversation un peu plus chaleureuse aussi. Donc, je ne sais pas qui veut commencer. La première question est toujours plus difficile, mais lancez-vous et n'hésitez pas. Oui, alors bonjour, moi je veux bien commencer. Je suis Laurence. Bonjour Laurence. Alors, d'abord, merci. C'est vraiment super intéressant. J'ai appris énormément de choses parce que effectivement, je réfléchis aussi à me lancer. Enfin, je ne réfléchis plus d'ailleurs. Je voudrais me lancer dans les podcasts parce que j'adore ça et j'ai un peu découvert le podcast grâce au génialissime podcast Dianke. Que vraiment, si un jour j'arrive à faire ça, je considérerais que je suis arrivée très, très, très loin. Mais en fait, moi, j'ai deux questions. Alors, moins techniques, parce que du coup, vous avez déjà beaucoup développé d'aspects très intéressants, mais plutôt peut-être un aspect dont on a moins parlé. J'entendais parler de PayPal, des difficultés voilà, de la nécessité d'enlever les pré-rolls, etc. Oui. J'ai une question en fait plutôt sur du coup le type de structure en fait qu'on doit avoir quand on veut faire des podcasts et les monétiser, et puis surtout combien de personnes il faut être pour faire des podcasts, générer du podcast dans une quantité suffisante entre guillemets pour vivre du fait de faire des podcasts. Alors, je peux essayer de répondre, mais je peux. Vas-y. Fais de ton mieux. Je vais vous répondre mon cas, Laurent. C'est-à-dire que j'aurais du mal à généraliser à Oui, tout le bien monde. sûr. Alors, Les Bonnes Ondes est une entreprise, est une société de production. Donc, si vous voulez, nous, il y a différents volets à cette entreprise. Il y a le volet, c'est-à-dire qui nous fait plaisir et qu'on aimerait étoffer davantage, qui sont les productions originales. Donc, ce sont tous ces programmes dont on a parlé, qui sont des productions que l'on fait avec nos propres moyens ou en essayant de trouver des partenaires qui nous accompagnent sur la production de ce genre de contenu. Parce que c'est du contenu qui coûte cher en réalité à produire, parce qu'il faut se déplacer, il faut tout ce qui est tout l'aspect communication, l'aspect visuel, tout ça. Mais
on produit également pour d'autres en marque blanche, ce qu'on appelle la marque blanche, c'est-à-dire qu'une marque vient nous voir, elle veut avoir son podcast, et ben on le produit pour elle, elle nous paye pour faire ça, c'est ce qui nous permet aussi de faire tourner la machine. Pour ce qui est de se lancer dans le podcast, si vous voulez faire du podcast talk, j'ai envie de vous dire que seul, vous pouvez y arriver. Que c'est peut-être, ça demande du temps, ça demande de la patience. Et je pense que ça demande essentiellement de l'organisation. J'ai le cas d'une amie qui fait un podcast qui est magnifique. Le nom m'échappe. Ça va me revenir, mais qui est seule, mais qui, du coup, a une organisation qui est incroyable. Elle a un planning qui est millimétré et ça fonctionne très bien. Donc, elle fait elle-même tout avec les outils du bord. C'est-à-dire, pour avoir un bon son, elle avait commencé par se enregistrer dans son placard avec une couette, quoi, pour avoir un son euh, bien, un son qui est proche du son professionnel. Oui, je pense que seul, on peut y arriver. Après, il est toujours plus simple de se faire aider par quelqu'un qui s'y connaît en montage ou ce genre de choses. Mais vraiment, seul, on peut y arriver. Il y a aujourd'hui tous les moyens qui permettent de le faire seul. Je ne sais pas si je réponds à la question. Je ne sais pas si je me suis encore lancé dans... Oui, Laurence, est-ce que vous avez votre réponse? Oui, 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 merci. De toute façon, toute réponse pour moi est bonne à prendre parce que c'est toujours bon d'entendre les retours d'expérience de chacun. Merci beaucoup. Ouais, je pense que quand on a... Alors, merci beaucoup pour Dianké. Je vais transmettre à tous ceux qui ont travaillé dessus. C'était un beau projet réalisé justement par nos amis communs de Making Waves et qui était vraiment, vraiment très bien fait. Moi, je pense que si c'est un projet qui vous tient à cœur, faut quand même pas essayer de vouloir faire des grosses choses tout de suite. Vraiment, comme Mehdi dit, vous lancer un premier programme, voir combien de temps ça vous prend de le lancer, et puis petit à petit grossir votre catalogue. Après, c'est sûr, moi je le dis souvent en formation, on ne fait pas du podcast pour gagner de l'argent, ça c'est sûr. On fait du podcast parce qu'on a des histoires à raconter et parce qu'on a une passion pour le son, tout simplement. Et si ça permet de gagner de l'argent, tant mieux. Et en fait, on fait tous le max pour gagner de l'argent avec, mais honnêtement, moi, je connais des gens qui font ça depuis des années et c'est pas grand-chose, quoi. Mais ils continuent et je pense que ça finira par payer. Donc, je pense aussi qu'en termes d'indicateurs et d'objectifs financiers, il ne faut pas non plus se dire que dès le départ, on va gagner énormément d'argent, surtout quand on est sur le continent africain. Il y a des choses qui commencent à prendre, mais je pense qu'il faut être quand même assez réaliste sur ce qu'on est capable de déployer soi-même, aussi en termes de production, c'est-à-dire que si tu fais on va dire un studio avec une petite organisation, bah forcément l'argent est proportionnel à ton organisation, j'ai envie de dire presque, quoi. Et donc du coup, c'est aussi se dire, voilà, je vais croître petit à petit. Évidemment, je vais gagner de l'argent, je vais essayer de trouver des méthodes pour gagner de l'argent. On peut monétiser son podcast et tout ça, mais encore faudrait-il avoir de l'audience, j'ai envie de dire. Donc, bon, encore faudrait-il se lancer et faire ce podcast une bonne fois pour toutes. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose, Mehdi, ou on peut passer à la Oui, prochaine question. parce que je voulais juste dire, moi, dans le cadre du studio les Bonnes Ondes, c'est quelque chose qui rapporte de l'argent parce qu'on fait plusieurs choses. Il y a l'aspect produire pour les autres, il y a l'aspect formation, il y a plein de choses qui rapportent de l'argent. Si on comptait sur les productions en réalité coûtent plus d'argent qu'elles n'en rapportent. On trouve l'équilibre pour ne pas perdre d'argent sur les productions, sachant que voilà, genre, ça prend énormément de temps à faire un documentaire ou quelque chose comme ça, prend énormément de temps à faire. Donc, c'est un luxe qu'on a en réalité et on est très content. Je suis d'accord que c'est un luxe, mais je pense que ça vaut bien le coup pour les très belles histoires qu'on raconte tous. Ça vaut le coup de prendre ce temps et de produire des choses aussi belles, ne serait-ce que pour valoriser même ces histoires-là. Je pense que c'est important. Laurence, c'est tout bon ou vous aviez d'autres questions? En fait, j'avais une question que j'ai posée dans le chat au début par rapport au type sur Encore, la façon de générer des liens. Parce que, bon, moi maintenant,
je ne suis plus en Afrique depuis 2020, Oui. mais je continue quand même à vouloir interviewer des personnes qui sont en Afrique. Et bon, malheureusement, enfin, quand j'y étais, et même maintenant que j'y suis plus, les conversations téléphoniques, ça coupe tout le temps. Donc, je voulais savoir concrètement, est-ce qu'à chaque fois qu'on génère un lien, parce que du coup, je vais essayer de passer par cette solution. Est-ce qu'il faut à chaque fois renvoyer un nouveau lien, chaque fois que le téléphone a coupé et qu'on se reconnecte sur un nouveau lien ou comment, enfin, est-ce que vous avez déjà eu ce cas de figure, quoi? Est-ce que j'ai déjà eu ce cas de figure? Alors non. C'est un appel en VoIP que vous passez, donc vous envoyez le lien et puis tout se fait sur Internet. Donc il faut avoir une bonne connexion Wi-Fi en réalité, que tous les deux vous soyez sur Wi-Fi ou sur 4G si la connexion est bonne. Et normalement, il n'y a pas besoin de renvoyer de nouveaux liens. Je pense que c'est des questions d'Internet, hein, la connexion D'accord. Internet. OK. C'est vous assurer que vous deux, surtout votre invité, puisque vous n'êtes plus sur le continent, mais quoique on peut être en dehors du continent et avoir quelques problèmes de connexion, mais vous assurer que tout le monde a une bonne connexion Internet, ça peut servir. OK, OK. Merci. C'est tout bon pour moi. Parfait. Alors, j'ai une autre question de Catois Paul qui dit « J'aimerais avoir votre avis sur la création d'un podcast non fictif. Est-ce que vous trouvez nécessaire de donner son avis sur l'histoire qu'on vient d'expliquer ou c'est pas nécessaire de le faire? » Alors, je vais répondre comme j'ai compris. À mon sens, quand on écoute un podcast non fictif, donc j'imagine que vous parlez de Talk, vous me dites qu'à toi si je me trompe. euh, Nous, avant de lancer les bonnes ondes, on avait lancé un espèce de questionnaire en ligne pour demander aux gens ce qu'ils écoutaient dans le podcast. Est-ce que, par exemple, et beaucoup de gens nous disaient, eh ben, moi, j'écoute pour l'animateur ou pour l'animatrice. Et donc, du coup, je pense que oui, c'est peut-être nécessaire de donner votre avis sur l'histoire parce que au final, c'est ça qu'on vient chercher un peu en vous écoutant vous et pas quelqu'un d'autre. C'est votre personnalité. Donc, il faut que votre personnalité se reflète quelque part sur le podcast d'une manière ou d'une autre. Si l'idée, c'est de simplement tendre le plat à votre invité, vous pensez bien qu'on peut se dire, bah, c'est interchangeable, n'importe qui pourrait être à votre place. Donc non, il faut qu'on sente votre personnalité dans votre podcast. Donc c'est peut-être une manière, une des nombreuses manières de le faire. Je ne sais pas si tu me rejoins. Oui, 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 je suis totalement d'accord avec toi. Rien à rajouter. Je ne sais pas qu'à toi, est-ce que ça vous semble clair du coup? Alors, je ne la vois plus dans la... Je ne sais pas si elle est encore là. Est-ce que qu'à toi... Ah, Ah ok, oui, oui, oui. parfait. Parfait, parfait. Si ça vous semble bien, est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres personnes qui souhaiteraient prendre la parole? N'hésitez pas. Merci à vous, Catherine. Odia, oui. Bonjour tout le monde, moi c'est Odia, je suis à Kinshasa. Je viens de vous rejoindre en retard. Je vais poser une question, je ne sais pas si vous avez déjà répondu. C'est que je comptais lancer mon podcast au mois d'octobre, ici maintenant déjà, mais j'ai un sérieux problème avec les invités. Je ne sais pas si vous avez des tips par rapport à ça. C'est que les Quinois et les Quinois, surtout les jeunes que j'ai envie d'avoir sur mon podcast, sont très timides, on va dire, parce que c'est un podcast qui parle des réalités de la société et ils ne sont pas très ouverts. Est-ce qu'il y a des tips pour que j'arrive à les faire parler ou à les convaincre de venir sur mon podcast? Et aussi, l'autre question, c'était de savoir, j'ai du mal à trouver un studio. J'avais envisagé qu'ils me répondent par note vocale aux questions, mais le son n'était pas très bon. Alors, je ne sais pas trop quoi faire. Je suis un peu bloquée par rapport à ça. Je ne sais pas si vous avez des idées. Voilà, merci. Merci. Merci beaucoup, Odia. Alors, moi, j'aurais tendance à vous répondre peut-être naïvement. S'ils ne veulent pas venir vers vous, essayez d'aller vers eux. Essayez d'aller vers eux pour installer d'abord une discussion sans micro, sans enregistrement. Peut-être qu'il y a besoin de cette phase-là d'abord. Peut-être qu'il y a besoin d'avoir une phase où vous en rencontrez plusieurs et voir comment la discussion est menée. Peut-être qu'il y en a qui naturellement auront plus tendance à discuter.
avec vous et vouloir vous rejoindre dans cette aventure. Concernant le studio, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Euh, je ne sais pas si vous avez accès à un enregistreur ou peut-être un micro qu'on peut brancher à son téléphone ou ce genre de choses pour enregistrer directement. Mais peut-être que dans ce cas-là, il est plus simple d'aller vers les gens dans des endroits où eux se sentent, comment dire, se sentent en confiance parce que c'est très important. Quand les sujets sont délicats, il est plus simple parfois de s'inviter chez les gens parce que c'est eux qui vous reçoivent et pas l'inverse. Peut-être qu'un studio est un endroit qui n'est pas adapté à des discussions intimes ou des discussions où les gens éprouvent déjà une timidité. Il faut qu'ils se sentent à l'aise, d'abord et avant tout. Trop bien. Odia, est-ce que c'est bon pour toi? Oui, oui. Merci pour la réponse. Trop bien. Est-ce qu'il y a une autre question? Mais je suis totalement d'accord avec toi, Mehdi, sur comment est-ce qu'on met à l'aise des invités qui n'ont pas forcément envie de parler devant un micro? Comment est-ce qu'on les met en confiance et peut-être accepter, oui, de perdre du temps, quoi. En fait, tout simplement de dire, OK, j'ai pas de micro, OK, je vais rien enregistrer, mais ça va être une première étape de mon podcast, c'est juste d'aller leur parler pour qu'ils puissent se dire, tiens, elle va pas nous piéger parce que derrière, c'est ça, en fait. Il faut questionner pourquoi les gens ont peur de nous parler. Et ça arrive souvent à beaucoup de journalistes. On a peur, ils ont peur d'être piégés, ils ont peur de mal parler, ils ont peur de ne pas savoir bien répondre, de ne pas bien parler le français ou la langue dans laquelle on veut les interviewer. Et peut-être, oui, passer du temps avec eux pour leur dire que tout ça, c'est pas ça qui est le plus important pour nous, mais c'est leur expérience, c'est leur histoire. Et finalement, c'est ça qu'on a envie de partager. Moi, je sais que des fois, j'ai tendance aussi à dire, bon, ça marche, des fois, ça marche pas, hein, mais dire, bah, tu vois, cette histoire-là, ça peut rejoindre quelqu'un, ça peut aider quelqu'un, et donc, du coup, ta voix peut changer la personne d'une manière ou d'une autre, ou l'aider à mieux avancer dans ce sujet-là. Et des fois, les gens, ils sont touchés, ils disent, bah, ok, donc c'est utile alors, parce que au fond, je pense qu'on est nombreux à ne pas vraiment savoir l'importance de notre expérience et c'est un peu normal parce qu'on est tellement dans le truc qu'on oublie qu'il y a des gens sur cette terre qui peuvent vivre la même chose, qui peuvent s'enrichir de ce que nous, on est en train de vivre. Mais encore une fois, moi, je pense que le procédé d'enregistrement est important dans ce genre de cas. C'est toujours mettre l'autre en confiance. J'en discutais avec Fabienne Lemonnier, qui est réalisatrice également pour Arte Radio, pour Making Waves, pour France Culture, ce genre de choses, qui, elle, fait beaucoup de documentaires et va vraiment au contact de l'autre. C'est-à-dire qu'elle le regarde droit dans les yeux, c'est elle qui tient le micro et elle a toujours cette première question pour commencer. Ça va? Est-ce que là, ça va? Est-ce que tu te sens bien? Est-ce que là, ça va? Est-ce que là, tu te sens bien? C'est cette idée de, voilà, qu'on est ensemble et l'idée est de te mettre à l'aise. Donc, l'idée de se retrouver peut-être encore une fois autour d'une table avec des micros ne fonctionne pas avec tout le monde parce qu'il y a cette barrière qu'il faut déjà casser. Et donc, enlever le maximum de barrières qu'il y a entre nous en réalité et aller à l'essentiel. C'est une bonne première question, ça. Est-ce que ça va? Trop bien. Oui. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres réactions? N'hésitez absolument pas. Je crois qu'on a encore 9 minutes. Donc, je ne sais pas qui veut prendre la parole. J'ai vu Edouard qui a ouvert son micro. Je ne sais pas s'il voulait prendre la parole. Bonsoir Sinatou, bonsoir à tous. Alors, une petite question, hein. Je voudrais savoir, lors de l'enregistrement, comment éviter je dirais, le vent, de prendre trop de vent. Vous comprenez un peu ce que je demande? Voilà, c'est ma question. Merci, Edouard. Alors, Edouard, quand vous dites le vent, vous parlez du vent concrètement, c'est-à-dire quand ça fait dans votre micro, ou vous parlez du bruit de la salle qu'il y a autour de vous, la réverbération? Ah, je parle de l'air ambiant. Ah, voilà. C'est bien ce qui me semblait.
Alors, l'air ambiant, il n'y a pas beaucoup de secrets en réalité. C'est-à-dire, Sinatou, on parle bien de réverbération, c'est ça? Ouais, ouais. La réverbération, si les murs sont nus et si les murs sont nus, si le parterre est nu, forcément il y aura de la réverbération. L'idée est d'être dans un endroit où le son ne se propage pas facilement. Il y a un peu de diffusion. C'est-à-dire que vous avez, par exemple, si vous avez par exemple l'occasion d'enregistrer dans une bibliothèque, par exemple, un endroit où il y a des livres, et ben les livres ont tendance à absorber ce son ambiant. S'il y a moyen de mettre un tapis par terre, ça va casser un peu la réverbération de la salle. Si vous pouvez mettre quelque chose comme un matelas derrière vous, ça casse la réverbération. Si vous voyez, moi, ce que j'ai autour de moi, là, ce sont des choses qui sont là pour justement empêcher la réverbération. Ça absorbe le son et ça l'empêche de se propager partout. Donc, s'il y a des livres, s'il y a du papier autour de soi ou ce genre de choses, ça permet de moins réverbérer. Alors, je crois que l'autre partie, peut-être sa problématique aussi, comme ça on répond aux deux cas, c'est genre tu es en extérieur et puis tu sais, il fait froid, il y a beaucoup de vent, tu vois. Est-ce qu'il y a un moyen de casser, évidemment on ne peut pas casser le vent, c'est naturel, c'est comme ça, mais est-ce qu'il y a un moyen de prendre un son un peu moins pourri, quoi, je ne sais pas. Alors, est-ce qu'il y a possibilité dans l'absolu? Oui, mais ça demande un investissement. L'idée n'est pas de se retrouver avec des micros spécialisés ou ce genre de choses. Il faut éviter au maximum d'être dans un endroit où il y a du vent. Essayer de mettre des choses aussi simples que une bonnette, quelque chose comme ça qui va casser un petit peu le vent. Mais ça ne, voilà, s'il y a beaucoup de vent, ça ne fonctionnera pas plus que ça. Donc, c'est vraiment éviter le vent au maximum, sachant que c'est quelque chose qui est impossible d'enlever une fois qu'on l'a sur l'enregistrement. Est-ce que ça répond à votre question, Edouard? Je pense que ça peut aller. Ah, ok, parfait. Ibrahima, salut Ibrahima, tu voulais poser une question? Oui, salut, je voulais poser une question. Vous m'entendez? Oui, parfaitement. Ok, ça marche. Déjà, je suis venu en retard. J'ai raté plein de choses. Tu as tout raté. Ouais, beaucoup de bonnes choses, ça c'est sûr. Et du coup, là, je suis allé dans le LinkedIn de Mehdi pour essayer de voir un peu. Mais je sais que j'ai raté beaucoup de choses. Alors, moi, j'ai une question, c'est-à-dire, ça fait 2 ans et plus que j'ai monté mon podcast, Wall of Tech. Et là, j'ai créé un autre podcast parce que je suis amoureux de l'audio et tout ça. Du coup, là, j'ai un objectif. Mon objectif actuellement, c'est que depuis 2 ans, je fais des podcasts pratiquement à distance. J'invite les gens via Zoom, on parle parce que j'allais commencer avec le Covid et tout ça, on ne pouvait pas se déplacer. Du coup, maintenant, je vais aller à un autre niveau, c'est-à-dire essayer d'interagir directement avec les personnes, les inviter quelque part, on va essayer de discuter et tout ça. Donc, du coup, mon idée est de créer un mini-studio chez moi ou quelque part à Dakar. Et j'aurais vraiment besoin de conseils en termes de matériel, en termes de plein de choses. Parce que là, j'ai déjà 2 micros, des micros Focusrite. Maintenant, qu'est-ce que vous pouvez me conseiller en termes de matériel, en termes de disposition pour que je puisse faire ce projet-là? Parce que c'est actuellement ce que je suis en train de vouloir faire. Voilà. On approuve. Vas-y, Mehdi, pour tes conseils. Il y a plein de choses. Ça dépend vraiment de beaucoup de paramètres en réalité. Genre, là, les indispensables. Les indispensables, des micros, une carte son. Si tu comptes faire ça, chez toi, une pièce qui soit un minimum traitée. Encore une fois, je ne sais pas si tu étais là juste avant. Un traitement, c'est pas forcément. Tu n'es pas obligé d'avoir des choses comme ça, hein. Il y a beaucoup de choses qui absorbent. Des livres, une bibliothèque, tout ça absorbe le son de manière à avoir le son le plus propre possible. Les antipop, très important les antipop pour que ça reste agréable. Et puis voilà, c'est essentiellement se concentrer sur ces questions, en réalité,
l'aspect technique est assez simple à régler. Est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus sur le matériel que tu utilises? Peut-être que ça sera plus simple de commencer par là. Ibrahima, ton micro est fermé. Donc, on ne t'entend pas. Bah, c'est juste pour dire, en réalité, quand on pose la question comme ça dépend vraiment de beaucoup, beaucoup, beaucoup de paramètres. Quel type de micro utiliser? Est-ce que ce sont des micros dynamiques, c'est-à-dire des micros qui vont un peu moins capter ce qu'il y a autour de nous et ce qui permet justement de régler ce souci de réverbération, de ne pas avoir un gros souci? Est-ce que c'est des micros à condenseur qui sont des micros qui sont comme dans les studios d'enregistrement, mais qui du coup sont très sensibles et qui ils sont plus difficiles à utiliser au final parce que une voiture qui passe, un voisin qui, je sais pas, qui claque la porte, n'importe quoi, genre on entend tout. Donc ouais, il y a plein de Ouais, paramètres à prendre en compte. Ouais. Ibrahima, tu es de retour? Oui, je suis de retour, c'est la connexion qui fait défaut ici, ouais. C'est compliqué, quoi. Ah, mais j'ai entendu. Alors, du coup, moi, ce que je voudrais plus, c'est la disposition. C'est-à-dire, quand on doit faire un podcast à 4 personnes, c'est-à-dire, c'est toujours mon problème, quoi, des fois. Quand on doit faire un podcast à 4 ou 3 personnes, et j'utilise un micro, c'est-à-dire, quand je parle dans mon micro, il y a aussi 3 autres personnes qui parlent dans le micro. Tu vois? Comment je pourrais faire pour que la personne que j'ai invitée, ce qu'il dit n'interagit pas dans mon micro, n'interagit pas dans le micro de l'autre? Quels sont les types de micros qu'on doit utiliser pour amoindrir ces erreurs-là, quoi? Ouais. Alors voilà, quand tu as trois ou quatre invités, le plus simple, c'est d'utiliser justement ce qu'on appelle les micros dynamiques. C'est par exemple les micros qu'on utilise pour chanter. Tu vois, par exemple, le SM58 de Shure, qui est le plus répandu, le plus connu, mais il y a des choses qui sont beaucoup moins onéreuses que ça. Moi, j'utilise par exemple des fois en formation, j'utilise vraiment un micro Superlux. C'est un truc chinois, c'est justement pour montrer aux gens qu'il n'y a pas besoin de beaucoup de moyens. C'est un micro qui coûte 200 dirhams ici, donc ça fait un peu moins de 20 euros parce que voilà, le matériel ne fait pas tout. L'idée, c'est de qu'est-ce qu'on fait de ce matériel-là. Donc vraiment, des micros dynamiques, ça te permet de capter juste ce qu'il y a devant, c'est-à-dire que même ce qui se passe derrière n'est pas capté, il ne captera que ce qu'il y a devant, que ce qu'il a devant lui. Donc des micros dynamiques, vraiment le modèle que tu veux, des micros qui ont quand même de bonnes reviews sur Internet. Mais genre du Superlux, ça fonctionne très bien. Du Shure SM58, ça fonctionne très bien sans aller dans des micros comme du SM7B ou les choses qu'on voit qui sont jolies, mais qui au final font exactement le même travail. Sachant que sur certains micros qu'on voit et qui donnent envie, comme le Shure, le SM7B, eh ben, il faut des compresseurs derrière, il faut du matériel qui coûte cher pour avoir un bon son. Lui, en l'état, ne te fournira pas un son génial. Donc vraiment des micros dynamiques. Et donc du coup, une carte son avec une entrée, au moins 4 entrées, parce que tu as l'envie d'avoir d'avoir 4 micros autour de la table. Et voilà, tu es bon pour partir, hein. Ça marche, merci beaucoup, c'est vraiment gentil. Merci à toi. Okay. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? Écoute, Mehdi, moi, j'aimerais pour finir qu'on essaye de parler un peu de quel regard tu portes sur justement l'émergence du podcast sur le continent africain. Comment tu vois les choses? Parce que nous, on est hyper enthousiastes et tout ça, mais comment toi, tu vois les choses un peu se développer par la suite? Ce serait intéressant d'en parler. Comment je vois le... Alors, moi, j'ai l'impression qu'il y a un réel engouement pour le podcast de la part des créateurs d'abord, et je pense que c'est quelque chose de très important, c'est quelque chose qu'on a déjà eu l'occasion de discuter, mais je trouve ça très intéressant que ce soit le peuple, entre guillemets, qui fasse son propre média dans tous les pays et qui du coup essaye de produire des choses et des choses qui l'intéressent réellement. Et on voit bien que partout, le podcast trouve son public. Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'il y ait
davantage de qualité, en termes de qualité, pas de qualité d'écriture ou quoi, mais en qualité sonore. Je trouve qu'il y a encore beaucoup de... C'est très amateur sur pas mal d'aspects. J'aimerais bien qu'on qu'on passe un pas. Et parce que si on ne passe pas ce pas-là, eh ben, ça fera comme pour la vidéo sur YouTube ou ce genre de choses. Les annonceurs, les marques, tout ça ne suivront pas tant qu'il n'y aura pas de la qualité de ce point de vue-là. Parce que pour que les marques suivent, il faut que ça devienne quelque chose qui soit consommé énormément. Pour que ce soit consommé énormément, il faut de la qualité. Je suis sûr que la qualité paye. Et voilà. Donc, et j'aimerais bien qu'on puisse avoir plus d'oxo, plus de choses comme ça qui permettent de fédérer. Parce que j'ai l'impression qu'on est chacun dans son coin au final et qu'on essaye et qu'on oublie qu'il y a d'autres choses. On est dans son train-train, ce qui est normal. C'est normal. Chacun est dans sa réalité. Mais je pense qu'il est important de discuter et d'essayer de trouver de créer des ponts. Tu vois, tout à l'heure, tu parlais des sons du réel, comment arriver à trouver des sons du réel. On pourrait réfléchir à essayer de faire une sonothèque commune ou ce genre de choses. Tu vois, il y a plein de petites choses comme ça qui peuvent fonctionner. Comment se renvoyer des invités sur le continent. Il y a plein de choses à faire. Mais pour le moment, on est chacun dans son coin à essayer de faire du mieux possible, ce qui est normal. Encore une fois, c'est encore un média qui est jeune sur le continent, mais en tout cas, c'est plein de promesses. C'est plein de promesses. Alors, il y a Nage qui dit il y a des questions dans le chat plus haut. Alors, moi, je pense qu'on a répondu à toutes les questions dans le chat plus haut. Mais si jamais il y a une personne qui se sent lésée, qu'elle n'hésite pas à repartager sa question. Je voulais aussi, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter là? Du coup, quels sont tes projets un peu pour les bonnes ondes? Comment vous allez vous développer? Alors, le projet pour les bonnes ondes, le projet le plus imminent, là, c'est d'agrandir un peu le studio. C'est-à-dire qu'on devrait investir de nouveaux locaux dans dans pas très longtemps en réalité. Encore des travaux à faire, ce genre de choses, mais voilà, avoir la possibilité de produire plus, de produire mieux, d'inviter aussi les gens à venir produire chez nous. Parce que, tu vois, moi, il y a vraiment cette volonté d'aider au maximum les créateurs de podcasts au Maroc. Pour le moment, ça passe souvent par du conseil. Ça a l'air de rien, mais quand même, n'importe qui m'appelle ou m'envoie un mail, bah, je prends 1 heure, 2 heures, 3 heures pour me poser avec à un café ou ce genre de choses et discuter de son projet. Parce que je me dis qu'il y a besoin de faire ça pour qu'il existe des choses. C'est ma manière de contribuer à ça. Mais j'aimerais pousser un peu plus loin dans le sens où avoir un studio où les gens puissent venir et enregistrer quand le projet me plaît et que j'ai envie de pousser davantage, sans tomber non plus dans faire la post-production, tout ça, parce que je n'ai pas les moyens concrètement de le faire, mais au moins avoir un espace qui permette un minimum de qualité, bah, je le ferai avec plaisir. Voilà. Donc aujourd'hui, on en est là. Aujourd'hui, on en est aussi à essayer de produire pour l'année prochaine 3 nouvelles séries de podcasts. Donc, c'est près d'une trentaine de podcasts. D'épisodes, quoi? Ouais, près d'une trentaine d'épisodes de création originale. On essaye aussi de repartir avec différents clients en marque blanche pour continuer de produire parce que c'est ce qui nous permet de vivre en réalité. On repart aussi avec Making Waves et l'Institut français cette année pour une nouvelle session de formation, donc qui est mieux pensée que celle de l'année dernière, parce qu'on a appris de ce qu'on a fait l'année dernière et qu'on a envie de pousser davantage et de mieux faire les choses. Donc, on espère que pour début janvier, on aura finalisé 6 podcasts documentaires dans ce cadre-là. Donc voilà, il y a plein de choses, il y a plein de questions, il y a plein de prises de risques, mais je me dis qu'on s'est lancé là-dedans pour la prise de risque et qu'il faut continuer à prendre des risques, sinon ça avancera pas en réalité. Sinon, il y a Nazifatou qui a levé la main, ça va être peut-être l'une des dernières questions.
Nadifatou, tu peux prendre la parole si tu le souhaites. Bonsoir à tous. Bonsoir. J'espère que nous allons bien et que le week-end s'est bien passé. Alors, ma question était celle-ci. Voilà, le podcast, c'est d'abord quelque chose que j'apprends vraiment maintenant et c'est intéressant. Le souci, c'est que, bon, je ne sais pas s'il existe déjà des formations spécialement faites pour le podcast. Et si cela n'existe pas, maintenant, les podcasteurs qui ont commencé amateurs, comme vous le dites, est-ce qu'il y a moyen, par exemple, vous faites une consultation en podcast pro africain et vous lancez une bourse. Peut-être vous commencez déjà avec 3 jeunes podcasteurs amateurs, vous les formez dans l'intégrité. Et là, je pense que c'est aussi une manière d'amener les sponsors à plus financer dans notre projet de podcast. Je vais commencer juste parce que j'ai peur d'oublier. Mehdi, tu m'excuses. Alors, juste pour information, donc dans le cadre du festival, il y a eu la phase formation où on a recruté 10 podcasteurs qu'on a formés. Certains sont parmi vous aujourd'hui, qu'on a formés pendant une semaine, évidemment à distance, dont vous allez pouvoir écouter justement les productions pendant le festival, donc le 6 novembre. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, et après, je laisserai Mehdi nous donner son avis là-dessus. Oui, pour les formations, moi, je suis très pour, et d'ailleurs, j'en donne assez souvent sur le continent africain. Le challenge, à mon avis, c'est combien parmi les personnes qu'on forme tiennent un podcast sur le temps long. Pour moi, c'est ça l'enjeu. Je pense que c'est bien de se faire former, mais il faut pouvoir tenir le podcast sur du temps long. Parce que moi, ce que je remarque, ça fait au moins 2 ans que je forme un peu sur le continent et je me rends compte qu'à la fin de la formation, il y a des projets qui sortent parce que moi, c'est mon objectif. C'est comme ça que j'ai l'impression d'avoir servi à quelque chose. Mais après, moi, je ne peux pas leur tenir la main. Il faut un minimum de volonté et je pense qu'il faut aussi qu'on ose se dire les choses et qu'on ose aussi se dire que… Et c'est pour ça que des fois, je préfère quand même former des gens qui ont déjà un projet, qui savent que cette formation va leur permettre de passer un cap parce que je sais qu'ils vont pouvoir poursuivre. Parce que quand je regarde, en tout cas, ça peut changer, mais quand je regarde le tableau actuel, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'envie. Les gens, ils développent des compétences, ils ont les capacités, ils font un premier épisode, voire même un deuxième, et puis après, il n'y a plus rien. Donc, Mehdi, je te laisse la parole. Moi, je te rejoins pas mal sur ça. Il y a une différence entre avoir envie et faire. Vraiment. C'est avoir envie, on a tous des idées, on a tous, mais il faut concrétiser l'idée. Il faut passer de la phase d'idée à l'idée de projet. Et un projet, ça prend du temps, ça demande des sacrifices, c'est chronophage. Quand on parle de formation, une formation, en réalité, ça coûte cher. En réalité, ça coûte de l'argent. C'est-à-dire, quand on parle de formation, moi, dans le cadre de la formation qu'on fait, par exemple, au Maroc, c'est du temps que je prends sur mon travail. C'est aussi le fait de pouvoir s'associer avec Making Waves et l'Institut français pour avancer au maximum sur cette formation-là. C'est très… c'est super chronophage en réalité. Il faut… et au final, il y a beaucoup d'abandon au bout du chemin, ou alors des gens qui veulent un accompagnement vraiment personnalisé, mais c'est pas possible. On peut pas faire à la place des autres. On peut pas tenir par la main quelqu'un pendant 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois. C'est pas possible. Il faut… Il y a souvent des gens qui me disent: oui, mais moi, la partie montage, j'aime pas. Ouais, mais t'aimes pas la partie montage, je veux bien, mais je veux dire, même un réalisateur de film à Hollywood s'assoit à côté du monteur pendant des heures et des heures et des heures, voire des semaines, pour monter le film. Le film ne se monte pas tout seul. Il faut bien qu'à un moment, il y ait ton avis là-dessus. Encore une fois, c'est pas que le côté marrant du podcast. Il y a tous les aspects. Voilà. Je ne sais pas si ça répond à la question.
Oui, et puis peut-être que Nazifatou, tu nous diras tout à l'heure si on répond. Ce que je dis là, évidemment, il faut la formation. C'est hyper important que les gens puissent se former. Et je suis totalement consciente du fait que il y a des personnes qui souhaiteraient vraiment pour des projets long terme se former. C'est quelque chose qui est très important et qu'on va continuer à développer au niveau du festival. Moi, j'ai beaucoup entendu justement ce besoin-là, cette demande de formation, etc. Je pense qu'il ne faut pas aussi sous-estimer de quoi on est capable soi-même et aussi se dire que en fait, la formation, c'est sur le terrain, c'est en faisant des podcasts, et ça, c'est hyper important de le savoir, c'est en faisant des podcasts que vous allez développer vous-même vos propres réflexes. En tout cas, moi, personnellement, c'est en faisant des podcasts que j'ai développé des nouvelles formes de narration. C'est en écoutant des podcasts, c'est pas en allant dans une école. J'ai appris la radio à l'école, mais après, le reste, tu l'apprends en faisant des productions. Mais voilà, j'entends ce besoin-là. Je pense qu'on va tous ensemble, en tant qu'acteurs sur le terrain, essayer d'y répondre. La dernière fois, en tout cas, Nazifatou, si c'est quelque chose qui t'intéresse, n'hésite pas à nous envoyer un mail. On a énormément de ressources à partager et on veut les partager. D'ailleurs, Mehdi, si jamais tu as des ressources, des liens à YouTube et tout, n'hésite pas à nous l'envoyer à la fin de la conversation pour qu'on puisse partager. S'il y en a qui ont besoin d'un accompagnement un peu plus poussé, moi, j'estime que c'est du temps de travail pour nous tous. Et donc, du coup, c'est aussi essayer de voir quelles sont les modalités pour faire un petit groupe, pour essayer de vous accompagner au mieux. Et on sera prêt à faire ça. Mais gardez en tête que se former, c'est pas juste écouter les gens qui ont fait des podcasts, c'est aussi être prêt à se lancer et accepter le fait que c'est en se lançant qu'on fait des erreurs et que les erreurs, c'est nos meilleurs amis, en fait, et qu'on pourra toujours s'améliorer au fur et à mesure. Mais excuse-moi, c'est exactement ce que je disais tout à l'heure quand on parlait de mixage et que je disais sur YouTube, on apprend tout en 3 minutes ou en 3 heures. C'est à nous de définir le temps qu'on veut mettre là-dedans. Et c'est pareil au niveau de la formation documentaire qu'on fait, c'est essentiellement aider les gens à sauter le pas au final. C'est juste, OK, voilà de quoi enregistrer, va chercher la matière. En vrai, ça se fait en faisant. Et on ne va pas sur le terrain avec les gens quand ils vont chercher la matière. On les laisse aller faire les erreurs et revenir et dire ah bah au final t'as pas enregistré, il faut y retourner. Et ça fait partie du truc de reprendre son téléphone et de rappeler la personne et de dire je suis désolé, je me suis trompé, je n'ai pas appuyé sur le bouton d'enregistrement, il faut que je recommence, est-ce que vous avez du temps? Ça fait partie de la formation. Et El Hadji dit ah c'est juste pour les Marocains. Oui, c'est juste pour les Marocains parce que malheureusement on a besoin d'être avec vous parce que c'est aller chercher de la matière et la travailler ensemble directement. C'est pas une formation théorique, c'est vraiment essayer de sortir de là avec une production. Voilà. Et elle a dit, si tu veux une formation en présentiel, il n'y a qu'à motiver l'Institut français du Sénégal. Je pense qu'à l'Institut français, il y a quand même un truc, moi je bosse beaucoup avec l'Institut français du Bénin, il y a un truc autour du podcast. Enfin, il ne faut pas hésiter si vous avez des contacts à leur parler un peu de votre travail et à les sensibiliser aussi à ça. En fait, nous-mêmes, on est nos propres ambassadeurs. Nazifatou, donc vraiment, je réitère, si c'est un besoin, envoie-nous un mail, on va voir ce qu'on peut faire. Mais est-ce que ça te semble clair? Est-ce que tu as une réponse à ta requête? Oui, okay. J'ai eu la réponse à ma requête. Mais il y a aussi le fait que pour faire un podcast, les instruments, le milieu, c'est déjà assez de choses pour que, même si la personne a la volonté, c'est que quand on n'a pas une porte d'entrée, genre un autre moyen de se faire de l'argent pour pouvoir investir, par exemple dans le podcast, parce que c'est sa passion, peut-être qu'il veut le faire sans avoir de la monétisation derrière, mais s'il n'a pas comment dirais-je, des ressources pour financer le podcast, c'est que peut-être qu'il a l'intention de suspendre le podcast, aller chercher maintenant un moyen de venir investir dans le podcast. C'est peut-être ça pour ceux qui ont abandonné ou peut-être qu'ils ont eu autre chose à faire qui les permet plus.
de se mettre dedans. Non, mais bien sûr, hein, évidemment, on est tous hyper occupés dans nos vies. Donc, 24 heures ne suffisent plus. Ou moi, je dis souvent que c'est une question d'organisation. Le jour où je m'organiserai mieux, j'aurai plus de 24 heures dans ma journée. Mais oui, clairement, je pense qu'il y a différentes raisons qui expliquent ces abandons-là. Mais tu vois, par exemple, parmi les bénévoles du festival, il y a beaucoup ces envies-là aussi de « tiens, on aimerait bien se faire former et tout ça ». Et du coup, pour nous, ces conversations-là, c'est clairement de la formation aussi. C'est vraiment, enfin, en tout cas, c'est comme ça que nous, on l'entend, partager des expériences, parce qu'on est tous des adultes, quoi. Enfin, partager des expériences avec des gens qui ont déjà fait du podcast, ça fait partie de la formation. Donc, il y a beaucoup de bénévoles qui avaient, on va dire, réitéré cette demande de formation. Donc, du coup, écoute, et on va essayer de voir comment y répondre au mieux pour satisfaire à peu près tout le monde aussi dans la logique, enfin, dans la mesure de nos capacités propres, mais ça ne peut pas se faire sans vous et sans votre volonté. Et surtout se dire qu'à un moment ou à un autre, et ça, moi, je le dis souvent, il faut se lancer. Il faut juste se lancer, se dire, je prends mon téléphone et pendant le festival, il y aura une masterclass d'ailleurs là-dessus. Tu prends ton téléphone et tu lances ton podcast, quoi. Enfin, moi, je veux bien vous challenger sur votre thématique. Je veux bien qu'on réfléchisse ensemble sur le format, pourquoi cette histoire-là est intéressante, comment elle devrait commencer sur les épisodes. Ça, je veux bien vous challenger là-dessus. Et je serais ravie, moi, j'adore ça. Mais après, à un moment, c'est toi qui prends ton téléphone. Oui, le son, il ne sera pas nickel, mais tu auras lancé ton premier épisode, quoi. Ibrahima a levé la main. Ah, mais Nadifatou, tu voulais dire quelque chose aussi. Oui, donc toutes mes excuses pour Ibrahima. Et le lien qu'on est en train de partager pour le 6 novembre, donc nous aussi, on doit aller s'enregistrer, c'est ça? Oui, tout le monde s'inscrit, sinon tu n'as pas de lien Zoom. Hein. Voilà. Tout le monde... ok, c'est Zoom. Et oui, c'est quand on présentiel alors? C'est en ligne, c'est 100% en ligne et c'est donc ça sera probablement diffusé sur YouTube en même temps pour ceux qui n'arriveront pas à se connecter sur Zoom, mais il faut s'inscrire. Ouais, il faut s'inscrire. Oui, je parlais du festival. Le festival, oui, tout le festival. Oui, c'est le festival, c'est 100% en ligne cette année. Ok, d'accord. Ibrahima? Oui, moi, je voulais juste dire que des fois, en fait, ce qui m'étonne des fois, c'est que je vois des personnes, des fois, ils disent que moi, je veux faire du podcast et tout ça. Mais en fait, la première chose que je sens, c'est qu'il faut déjà avoir l'amour du partage. C'est-à-dire l'amour de partager tes connaissances, l'amour de partager quelque chose. Alors, si tu n'as pas quelque chose à partager, ça sera très difficile. Parce qu'il y a des gens qui t'appellent et qui... En fait, eux, ils sont juste intéressés parce qu'ils ont vu des studios, ils ont vu des gens qui font des trucs, tu vois. Ou bien ils pensent juste à la monétisation, ou bien ils pensent à l'argent. Moi, je pense que la première chose déjà, c'est que quand tu es amoureux de quelque chose, quand tu aimes le partage, quand tu aimes faire ce genre de choses-là, même si c'est difficile, tu trouveras toujours un moyen pour le faire. Moi, j'ai commencé à faire mes premiers épisodes avec une micro-cravate et mon téléphone. Et j'en ai fait beaucoup. J'ai même fait, je pense, la première saison avec ça. Et après, voilà, j'ai eu un peu d'argent, j'ai acheté d'autres trucs. Il faut commencer petit et aller après d'une manière beaucoup plus élaborée. C'est ça, c'est là même où on va sentir l'évolution. Mais imagine aujourd'hui, si tu investis plus de 500 000 francs, tu achètes de gros trucs, tu n'arrives pas à faire grand-chose, mais tu vas descendre. Donc, dans la vie, je pense qu'il faut toujours essayer de monter petit à petit. Et c'est comme ça que les gens vont voir voilà, ta passion et voir que tu évolues, quoi. Voilà, c'est juste ça que je voulais dire. Merci. Merci, Ibrahima. Est-ce qu'il y a une toute dernière intervention? Sinon, c'est à toi que je laisse le mot de la fin. Mehdi, on a un peu explosé le temps. Tu es à chaque fois comme ça, mais ça veut dire que l'échange était passionnant. Est-ce qu'il y a une toute dernière intervention? Bah, le micro est à toi. Eh ben, je vais vous remercier encore une fois pour cette invitation. Vraiment, ça me fait vraiment chaud au cœur
d'avoir répondu à ça. Merci pour toutes ces questions. Merci d'avoir pris le temps de m'écouter. Je vous invite à aller écouter un peu ce qu'on fait sur lesbonnesondes.ma. Vous allez voir, il y a plein de choses différentes. Ça va un peu dans tous les sens. Il y a même des choses en arabe si vous voulez vous perfectionner en arabe marocain. Mais en tout cas, merci encore une fois. Merci infiniment, vraiment. Et longue vie à Oxo. Trop bien. C'est un petit point que je rappelle toujours lors des conversations. Donc, en fait, oro, on dit oro parce que oro, ça veut dire parole en fond, une langue béninoise. Donc, voilà. Donc, du coup, on diffuse un peu le fond partout. Donc, merci à tous et à toutes pour votre temps. Je vous rappelle, donc, il n'y a plus de conversation, du coup, c'est la dernière conversation. On se retrouve donc le 6 novembre prochain pour la grande scène du festival. Il y aura 2 tables rondes, 2 masterclass, un atelier et plein de podcasts à écouter entre les deux. Donc, ce sera passionnant. N'hésitez pas à vous inscrire, c'est obligatoire, et à diffuser l'information autour de vous. Merci beaucoup, Mehdi. Tu sais que tu peux compter sur nous. Et écoute, on essaiera de faire de notre mieux pour toujours pousser tes podcasts parce que c'est toujours très intéressant. Bon courage. Merci beaucoup. Et moi, pareil, de mon côté, je diffuserai l'information au Maroc en espérant qu'il y ait un maximum de personnes qui rejoignent l'aventure. Trop bien. À bientôt et puis bon dimanche à tous et à toutes. Merci.